Chers amis, mesdames, messieurs, quand François Steiner m'a proposé effectivement de faire une conférence sur le thème laïcité et paix, j'ai été fort intrigué parce que je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le sujet de 2 conférences? Et puis, puisqu'il suggérait de partir de Jaurès, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement une forte articulation entre ces 2 thèmes. En effet, c'est après avoir écrit, un peu à la demande de Henri Pénère-Ruiz, une histoire de la loi de 1905, à savoir publiée donc en 2005 et rééditée plusieurs fois sous le titre « L'État chez lui, l'Église chez elle », comprendre la loi de 1905, que je me suis dit, après avoir découvert le rôle capital de Jaurès dans l'élaboration et l'adoption de cette loi, je me suis dit, un homme de cette intelligence, de cette qualité intellectuelle, ne peut pas être, disons, un simple socialiste réformiste, un simple démocrate républicain, comme trop souvent certains l'ont dit. Je me suis donc lancé dans la lecture systématique, chronologique, des textes disponibles de Jaurès pour découvrir l'évolution de sa pensée. Parce que vous savez qu'il a été un républicain ferriste, un républicain centre-gauche, avant de devenir progressivement socialiste. Et quel socialiste? J'ai découvert ainsi, si vous voulez, des aspects de Jaurès méconnus par ses biographes, y compris d'aujourd'hui. Et en particulier, j'ai découvert qu'il n'était pas simplement le défenseur du capitaine Dreyfus et un homme, disons, condamnant l'antisémitisme. J'ai pas simplement découvert qu'il avait été un des grands militants contre la guerre, mais aussi qu'il avait, disons, organisé le rassemblement des Français contre la perspective de la guerre. J'ai découvert aussi qu'il n'était pas seulement un des militants laïcs, mais qu'il avait joué un rôle stratégique dans l'élaboration de la loi de 1905. Et surtout, j'ai découvert qu'en 1901, au cours de 22 articles, il élabore une véritable stratégie pour, disons, résorber le capitalisme et le détruire, à savoir par l'évolution révolutionnaire. Thème qu'il va approfondir et qu'il va faire accepter, adopter par le Congrès socialiste de 1908, qui, à la quasi-unanimité, adopte ce programme, le programme de la section française de l'Internationale ouvrière, dont il avait été un des principaux acteurs de l'unification en 1905. Donc, voyez-vous, je vais vous proposer tout d'abord un premier thème, à savoir Jaurès et le principe de la laïcité. Ma première thèse que je vais chercher à développer, c'est en quoi Jaurès, républicain laïque, avant même de devenir socialiste, n'a jamais été a priori anti-religieux, mais a toujours été anticlérical et a refusé sans cesse d'assimiler la laïcité avec la tolérance et la neutralité, comme certains voudraient nous le faire croire aujourd'hui. En effet, le jeune philosophe normalien Jean Jaurès a découvert la vie intellectuelle en critiquant à la fois, disons, l'intégrisme catholique de l'époque, mais aussi en critiquant la philosophie spiritualiste de Victor Cousin et le positivisme d'Auguste Comte. Il était fortement influencé par la philosophie, bien sûr, des Lumières, mais aussi par la philosophie allemande, c'est assez original, de Kant à Fichte et aussi de Hegel à Marx, qu'il a lu dans le texte. Les textes disponibles en allemand, il les a lus. Donc, vous savez qu'il est devenu député à 26 ans. Eh bien, dans son premier discours de député à la Chambre, il intervient pour défendre les écoles communales. Et qu'est-ce qu'il dit?
J'accepte pleinement, sans réserve aucune, le principe de la laïcité. Il est parfaitement conscient de l'enjeu autour de la laïcité et il ajoute, en résumant la situation intellectuelle et sociale et politique de l'époque, deux forces se disputent aujourd'hui les consciences. La tradition qui maintient les croyances religieuses et philosophiques et la critique, l'esprit critique, la critique, aidée de la science qui s'attaque non seulement au dogme religieux, mais au spiritualisme. Alors n'allez pas nous faire croire que Jaurès est un idéaliste et un spiritualiste. En effet, Jaurès, disons, est un philosophe que je vais préciser. Il est un moniste, il est, si vous voulez, quelqu'un qui estime, comme Spinoza, que Dieu, c'est la nature et c'est la même chose que la nature. Mais nous y reviendrons. Jaurès, qui a été formé dans le catholicisme, qui respecte la foi de sa mère et de sa femme, n'a jamais fait profession d'athéisme. Mais, et je pense que ça peut vous intéresser, il a écrit en 1891 un très long texte qui porte le titre suivant « La question sociale, l'injustice du capitalisme et la question religieuse ». Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit le capitalisme, disons, c'est la nouvelle forme d'injustice qui se généralise dans le monde. Mais il, comme son ami Durkheim, il pense que la question religieuse est une des grandes questions posées dans l'histoire par tous les peuples, parce que c'est le grand problème de notre temps, de tous les temps, dit-il. Tous les hommes, depuis les origines, sont posés la question mystérieuse du sens de la vie, de la création, disons, de ce qui peut exister après la vie. Mais Jaurès fait remarquer que même si les croyants croient à l'origine surnaturelle de leur Dieu, ils sont, comme tous les autres humains, inscrits dans l'humanité concrète. Ils sont des êtres historiques. Donc Jaurès, dans ce texte qu'il n'a pas publié, et pourquoi, et on peut se poser la question, est d'une virulence extrême contre le christianisme. Le christianisme traditionnel se meurt philosophiquement, scientifiquement et politiquement, dit-il. Il estime que le christianisme a connu un grand succès parce qu'il a été contradictoire par sa nature. D'un côté, il a été une espérance de vie éternelle, de réponse à la misère humaine, mais de l'autre, il est devenu, après, disons, Constantin, l'empereur Constantin, il est devenu une église imposant une domination absolue sur les consciences et sur les comportements des êtres humains. Et il n'hésite pas à écrire qu'au XIXe siècle, l'Église catholique romaine est devenue le parangon de l'irreligion. Aujourd'hui, le christianisme dans la société actuelle n'est qu'une organisation théocratique au service de l'inégalité sociale. Et il s'agit avant tout de la renverser. On comprend pourquoi peut-être Jaurès n'a pas publié ce texte à l'époque. Mais comment entend-il lutter contre la religion? Pas à la manière, disons, de certains anticléricaux comme Clémenceau ou comme le socialiste Allard. Pas en faisant, si vous voulez, une simple guéguerre à la religion. Il entend d'abord lutter contre le pouvoir politique que s'est arrogé le clergé. Il entend dénoncer le cléricalisme qui fait que l'épiscopat et les prêtres se sont arrogés
une véritable fonction religieuse et sont une véritable faction politique. Réactionnaire, bien sûr, contre-révolutionnaire. Jaurès ne limite cependant pas sa critique au seul cléricalisme. Il n'hésite pas à faire la critique des dogmes religieux, des dogmes théologiques, et il pose la question suivante. Serait-il possible de réconcilier la liberté et le message du Christ s'il était démontré que sa mission a été trahie par l'Église? Et il répond que l'humanité comprendra et aimera d'autant plus le Christ qu'elle pourra se passer de lui quand le socialisme pourra renouveler et prolonger dans l'humanité la personne du Christ et rendre ainsi vivant l'esprit du Christ. Donc Jaurès, qui n'est ni athée ni matérialiste, qui, comme disons Spinoza disait, Deus sive la natura, à savoir Dieu sinon la nature, Jaurès qui explique que si Dieu agit et se manifeste, c'est dans ce qu'on appelle la nature et ses lois. Philosophe moniste, comme je voulais le dire tout à l'heure, à savoir refusant de distinguer la matière et l'esprit, le corps et l'âme, la sensation et la réflexion, la pensée et l'acte. Jaurès, donc, voulant estimer qu'il y a une continuité et que cette continuité entre toutes les formes d'existence, aussi bien l'espace que disons la vie biologique, tout cela, pour lui, ne peut se penser qu'à travers la raison et la science. Donc, Jaurès en vient à développer l'idée qu'il faut respecter la foi des croyants, mais faire la critique radicale des dogmes et de tous les dogmes, pas seulement les dogmes religieux, mais y compris les dogmes philosophiques. Donc, voyez-vous, Jaurès ne réduira jamais la laïcité à l'athéisme ou à l'anticléricalisme, pas même au respect des religions, comme certains nous le disent depuis Nicolas Sarkozy. La laïcité, ce n'est pas le respect des religions, nous y reviendrons un peu plus précisément, c'est le respect des croyants et des incroyants à égalité de droits et, disons, de dignité. En effet, c'est une fois devenu socialiste que Jaurès définit le principe de la laïcité par la liberté de conscience et l'égalité des droits, par une dialectique de la liberté de conscience et de l'égalité des droits. Quand il rédige à 30 ans sa thèse secondaire sur les origines du socialisme allemand, dans son introduction, il expose une idée extrêmement forte, à savoir, une certaine dialectique définit la liberté non pas comme une absurde faculté de pouvoir choisir entre deux contraires, non comme une hypothétique indépendance de chaque individu, mais comme la véritable base de l'égalité des hommes et de leur communion, comme la véritable base de l'égalité entre les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Jaurès, les hommes sont égaux d'abord parce qu'ils ont la même liberté de conscience potentiellement. Mais la liberté de conscience, c'est la première des libertés de l'homme, comme avait déjà dit Pierre Bayle en son temps, ou encore Emmanuel Kant. Mais alors que Kant faisait remarquer que ma liberté se limitait à la liberté des autres et que je devais respecter au nom de la liberté celle des autres, donc que la liberté n'était pas le libéralisme absolu, que la liberté n'était pas l'individualisme, Jaurès
fait la critique de Kant et va plus loin en disant qu'il faut penser la liberté avec l'égalité dialectiquement, parce que, et là il reprend dans sa thèse une formule de Louis Blanc, le socialiste Louis Blanc, celui seul est libre, celui-là seul est libre qui, non seulement a le droit, mais également la faculté et le pouvoir d'agir. Et Jaurès en conclut qu'il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas d'égalité civile et politique, mais aussi, plus encore, d'égalité civile, économique et sociale. Donc, il n'y a pas de liberté dans l'abstrait, il n'y a que des libertés concrètes dans les potentialités de la société. Donc, voyez-vous, c'est pour cela que je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous comprenions que, disons, cette dialectique entre la liberté et l'égalité ne peuvent pas être séparées. Si on réduit la laïcité à la liberté de pensée ou de croyance, comme le fait par exemple Jean Bobéro, eh bien, on laisse tomber cette notion d'égalité des droits et d'égalité, si possible, concrète, parce que c'est une possibilité, ce n'est pas une réalité donnée comme ça, a priori, entre les croyants, certes, mais aussi les incroyants. Donc, voyez-vous, Jaurès estime que, disons, il faut distinguer la foi des croyants, que l'on peut respecter, des dogmes qu'il faut systématiquement soumettre à la religion. Donc, Jaurès, disons, philosophiquement définit, je dirais, la laïcité à un niveau où on aimerait aujourd'hui qu'elle soit, je dirais, pensée. Mais ce n'est pas seulement à ce niveau-là qu'il définit la laïcité. Il définit la laïcité, disons, en historien. C'est un historien que Jaurès, qui, vous le savez, est un très bon connaisseur de la Révolution française, puisqu'il écrira entre 1898 et 1904 les 3000 pages de son histoire de la Révolution française, eh bien, c'est un historien qui analyse les origines de la laïcité. La laïcité est devenue une réalité historique seulement avec la Révolution française, après la Déclaration des droits de l'homme et de la société, et elle, progressivement, doit devenir la base de la société. Certes, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en proclame les principes, mais, disons, il faut que ces principes s'inscrivent ensuite dans la réalité historique. Dans un article de la Dépêche de Toulouse du 8 juin 1882, au moment où Jaurès devient socialiste, il écrit « La Révolution, en affirmant les droits et les devoirs de l'homme, ne les a mis sous la sauvegarde d'aucun dogme. Elle n'a pas dit à l'homme « Que crois-tu » Elle lui a dit « Voilà ce que tu vaux et ce que tu dois. » Et depuis lors, c'est la seule conscience humaine, la liberté réglée par le devoir, qui est le fondement de l'ordre social tout entier. La liberté fondée par le devoir. Plus tard, il dira la liberté fondée par, disons, l'égalité. C'est donc en républicain et en socialiste qu'il affirme que laïcité et démocratie sont synonymes. Et cela, disons, lui tient particulièrement à cœur. En particulier au moment de l'affaire Dreyfus, où il se rend bien compte que c'est un triple danger à la fois clérical, antisémite et nationaliste qui menace la République. Donc, il ne cessera de lutter désormais pour que la laïcité s'inscrive non pas seulement dans les principes juridiques, mais dans la loi. Vous le savez, après 1902 et la victoire du bloc des gauches, Jaurès va jouer un rôle capital. Il va même être un moment vice-président de l'Assemblée nationale, alors que le Parti socialiste n'a même pas 10% des voix.
des électeurs. Il est vraiment la cheville ouvrière du bloc des gauches et il influence très fortement le gouvernement d'Émile Combes. Mais surtout, il prend l'initiative, avec son ami de Prince-Sensé, de faire créer en 1903 une commission parlementaire élaborant la séparation des églises et de l'État. Et c'est donc une initiative du Parti socialiste, puisqu'il y avait 7 à 8 propositions de séparation des églises et de l'État, y compris déposées certaines par des catholiques. Donc, pour faire la synthèse de ces travaux et pour élaborer une loi, il fait adopter la création d'une commission de 33 députés où il enverra, disons, un certain nombre de socialistes qui vont jouer un grand rôle, en particulier le rapporteur Aristide Briand, mais aussi, disons, son collègue historien Adrien Deville, qui est le secrétaire de cette commission, et qui vont jouer un rôle capital dans la rédaction de ce projet de, disons, de loi de séparation des églises de l'État, qui est prêt dès octobre 1904. Il ne faut pas croire que c'est seulement le débat parlementaire de 3 mois en 1905 qui va caractériser cette loi. Cette loi a été extrêmement bien élaborée en commission, si bien qu'au départ de cette commission, sur les 33 députés, il y en avait 16 qui étaient pour, 16 contre, et à la fin, c'est 24 pour et seulement, disons, 9 contre. Donc, voyez-vous, Jaurès va lutter pour que le principe de laïcité et de séparation des églises de l'État devienne ce qu'il appelle le terme logique de l'œuvre de laïcité. Alors, pourquoi cela? Je ne vais pas entrer dans le détail. Eh bien, parce que la laïcité, c'est l'expression de la démocratie en acte. En effet, la démocratie fonde en dehors de tout dogme religieux toutes ces institutions. Dans certains textes, Jaurès dit aussi bien les questions de famille, les questions de la propriété, les questions du droit, les questions, disons, de la souveraineté reposent sur des principes laïques. La démocratie fonde en dehors de tout dogme religieux toutes ces institutions, tout son droit politique et social, si elle s'appuie sur l'égale dignité des personnes humaines appelées au même droit et invitées à un respect réciproque. Donc, voyez-vous, Jaurès a joué un rôle capital dans l'élaboration, puisqu'il a suggéré, disons, la création de cette commission. Mais il a été aussi, disons, un stratège et il a voulu que cette loi de séparation ne soit pas le déclenchement d'une guerre de religion, mais que soit si possible, une gage de paix civile. Voilà pourquoi il multiplie en 1904 les interventions en disant, comme il le fait par exemple dans un article de la Dépêche de Toulouse, ce n'est pas par un coup de tête que nous voulons briser ce régime suranné. C'est par un large et un calme débat où nous discuterons avec tous les républicains, avec l'opposition elle-même, les conditions les meilleures du régime nouveau. Nous voudrions que la séparation des églises et de l'État n'apparaisse pas comme la victoire d'un groupe sur d'autres groupes, mais comme l'œuvre commune de tous les républicains, pas bien sûr les anti-républicains, conforme au droit de l'État laïque, mais aussi acceptable par les catholiques. Le 15 août 1904, il n'hésite pas à s'adresser carrément aux catholiques en leur disant « Mais avec la séparation des églises de l'État, vous échapperez au concordat qui, en fait, fait que l'État a un contrôle sur vous. Vous aurez plus de liberté encore que sous l'ancien régime. Mais attention, vous ne pourrez plus d'abord dépendre d'un budget de l'État, le budget des cultes,
et vous ne serez plus subventionné, et surtout, vous ne pourrez plus intervenir en tant que religion dans les affaires publiques de la société. Donc, voyez-vous, c'est pourquoi Jaurès va, lors du grand débat, disons de mars à juillet 1905, intervenir pour faire sauter un blocage majeur qui, disons, faisait que les catholiques cherchaient à empêcher par tous les moyens, disons, l'adoption de ce projet de loi sur, disons, proposition de Pressensé et de Jaurès, est adoptée l'idée qu'il faut introduire un amendement à l'article 4, au fameux article 4, sur la dévolution des biens des anciennes paroisses aux nouvelles associations cultuelles qu'il fallait créer. Donc, c'est sur proposition de Jaurès que va être adoptée l'idée suivante. Attendez, il faut que je revienne en arrière. Voilà. Va être adopté l'amendement suivant que les nouvelles associations, se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice. Cet amendement qui dit qu'il ne s'agit pas de faire éclater l'Église catholique, qui dit, comme vous voulez le faire par exemple le protestant Réveillot, qui, disons, dit à l'Église catholique, vous perdrez vos biens si vous n'acceptez pas ce type d'association qu'on vous propose, association cultuelle. Eh bien, les catholiques vont voter cet amendement. Et l'amendement, et en conséquence, l'article 4 amendé va être adopté par 482 voix contre 52. Il n'y a que l'extrême droite royaliste qui refuse et quelques députés d'extrême gauche. Mais ça veut dire quoi? Eh bien, Jaurès exclame, la séparation est faite. Il a réussi à piéger les catholiques en leur disant, voilà, l'État n'a pas à s'immiscer dans votre organisation intérieure. Si les catholiques se sont donné une organisation théocratique, ont un fonctionnement de monarchie absolue, c'est l'affaire des catholiques. L'État n'a pas à donner un statut particulier, type, pour les associations religieuses. Ce n'est pas l'État qui délivre, disons, un titre de qui est religieux ou qui n'est pas religieux. Mais par contre, il faut que l'Église catholique se soumette aux lois de la République. Et donc, voyez-vous, l'État ne pourra intervenir en affaires religieuses que pour faire respecter la liberté de conscience et l'égalité des droits des croyants. Donc, voyez-vous, et pour cela, il faudra une police des cultes. Et je vous signale que dans la police des cultes, il est même prévu qu'on puisse réprimer les religieux ou les responsables d'associations qui appelleraient, premièrement, à subvertir les lois de la République et même qui appelleraient à la révolte et à la guerre civile. Donc, voyez-vous, la loi votée il y a 2 ans sur le séparatisme, eh bien, elle était par beaucoup de côtés inutile. Il fallait appliquer simplement la loi de 1905. Seulement, dans l'application de cette loi, eh bien, Jaurès est obligé d'intervenir pour faire quelques précisions. En effet, la laïcité ne se réduit pas à la neutralité. Disons, et encore moins à la tolérance. Comment vous dire? La tolérance, c'est certes un certain respect du pluralisme religieux, une certaine reconnaissance des diverses pratiques religieuses. Mais le type même de la tolérance, c'est l'édit de Nantes en France. La tolérance, pour Jaurès,
c'est simplement la concession d'un privilège particulier à un corps particulier, à une communauté de croyants particulière. Hein, la tolérance, ça n'est pas la reconnaissance d'un droit absolu, intangible et général pour tous les citoyens. Donc, voyez-vous, la tolérance, eh bien, c'est finalement une valeur qui n'est pas un principe. La tolérance relève de la concession. La tolérance relève, disons, d'une mineure et non pas d'une majeure. Donc, cette idée qu'il faut être laïque et pas seulement tolérant, Jaurès l'affirme avec force. Lors du Congrès socialiste de 1910, il va jusqu'à dire « Nous ne sommes pas le parti de la tolérance. C'est un mot que Mirabeau avait raison de dénoncer comme insuffisant, comme injurieux pour la doctrine des autres. Nous n'avons pas de la tolérance, mais nous avons, à l'égard de toutes les doctrines, il ne dit pas seulement toutes les croyances, nous avons à l'égard de toutes les doctrines le respect de la personnalité humaine et de l'esprit qui s'y développe. » Donc, voyez-vous, aujourd'hui, tous les journalistes et les hommes politiques n'ont que le mot tolérance à la bouche parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'est la laïcité. Mais Jaurès va plus loin. Il n'assimile pas non plus la laïcité à la neutralité. Et je vous rappelle par exemple que hier, notre ministre de l'Éducation nationale, Papa Ndiaye, n'a pas hésité à dire dans son article du Monde, où il est interviewé, la laïcité n'est pas une chasse aux sorcières, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est un principe de neutralité qui s'applique au service public. Alors, précisons. Disons, Ferdinand Buisson, le collaborateur de Jules Ferry, qui pendant 17 ans avait dirigé la direction de l'enseignement primaire au ministère de l'Instruction publique. Ferdinand Buisson, le président de la Libre Pensée en 1902, et le président de la commission parlementaire qui avait élaboré la loi de 1905 et qui a joué un rôle à certains moments important. Eh bien, Ferdinand Buisson avait déclaré lors d'un congrès de la Libre Pensée à Rome que l'État doit être neutre entre tous les cultes. L'État doit être neutre entre tous les cultes, indépendant de tous les clergés et dégagé de toute conception théologique. Bon, seulement, le clergé français s'était emparé aussitôt de cette formule « l'État doit être neutre entre tous les cultes ». L'État doit être neutre. Et l'épiscopat français avait aussitôt contesté, entre 1907, 1908, 1909, les programmes des lycées en philosophie et en histoire, en disant « ces programmes ne sont pas neutres ». Eh bien, Jaurès se rend compte qu'il faut faire la distinction entre deux types de neutralité. Les enseignants, les fonctionnaires sont soumis au devoir de réserve. Ils doivent donc, parce que la République est laïque, respecter, disons, ne pas afficher leurs opinions religieuses dans l'exercice de leurs fonctions, pas à titre privé, hein, où ils peuvent avoir leur pratique religieuse ou leur pratique politique. Bon. Mais Jaurès va être très précis. Il va dire l'enseignement ne peut pas être neutre. L'enseignement doit reposer sur l'esprit critique et les progrès des sciences. Et c'est cela qu'il faut développer si on veut faire que les jeunes élèves deviennent de futurs citoyens responsables, connaissant bien ce qu'est la nature comme la société. Donc, voyez-vous, dans un article remarquable et donné à la revue des instituteurs et des institutrices de l'époque, hein, la revue de l'enseignement primaire et primaire supérieur, Jaurès développe ce thème
que la laïcité, ce n'est pas la neutralité, et il termine par cette formule terrible, il n'y a que le néant qui soit neutre. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas développer, bien sûr, mais ça veut dire que Jaurès, si vous voulez, revient constamment à la définition de la laïcité comme affirmation de la liberté de conscience, comme principe fondamental. De ce principe découle aussi bien la liberté de, disons, de penser que la liberté de religion. Mais ces libertés relèvent du fort intérieur. Elles sont à égalité de droit. La République ne reconnaît pas la liberté de religion, pas plus que la liberté de penser. Elle reconnaît simplement la liberté de culte, c'est-à-dire l'organisation par les croyants en association pour la pratique collective d'un culte privé. Même chose pour les associations de pensée. L'État n'a pas à se mêler de croyances ou de pensée. L'État doit être laïque, la République doit être laïque. Alors vous allez me dire, on est bien loin de la paix. Oui, mais peut-être que la laïcité, c'est la condition de la paix civile. Jaurès en est d'accord. Si ces principes de liberté et d'égalité de droit sont respectés, cela apaisera les rapports entre les, disons, citoyens. Mais, c'est aussi ce principe de liberté et d'égalité, cette dialectique, et ça je l'ai découvert progressivement, à l'origine de l'antimilitarisme et de l'hostilité de Jaurès à la guerre, parce que cela passe d'abord par la critique du capitalisme fauteur de guerre. C'est au nom de cette même dialectique de la liberté et de l'égalité des droits entre tous les êtres humains que Jaurès condamne toute guerre, non par pacifisme idéaliste, mais par une critique radicale du capitalisme et de l'impérialisme. Et justement, c'est ce qui me frappe aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on a perdu, si vous voulez, le sens de la critique de ces rapports entre capitalisme et guerre. Jaurès n'a cessé de répéter à partir de 1895 que la guerre, disons, est de l'essence du capitalisme. Alors, en quoi est-ce qu'il se différencie des autres socialistes de l'époque? Si vous voulez, les socialistes de l'époque étaient tous antimilitaristes, anciens communards, hein, ils condamnaient toute idée de guerre civile. Et ils étaient pour la suppression des armées permanentes. Vaillant et les blanquistes, les héritiers de Blanqui, néanmoins disaient, en bons jacobins, que si la France était agressée, eh bien, il fallait défendre la patrie agressée par l'appel à la levée en masse. Les marxistes, se disaient-elles, hein, Guesde et Lafargue, dans un manifeste qui porte le titre « Socialisme et patriotisme », publié en 1893, eux aussi dénonçaient le caractère de classe de l'armée de métier qui était au service de la défense de la bourgeoisie capitaliste. Mais ils n'hésitaient pas à répéter cette fameuse formule extraite du manifeste du Parti communiste de 1848, à savoir « les prolétaires n'ont pas de patrie ». Jaurès, disons, qui n'a pas la commune, il était trop jeune, hein, mais qui connaît certainement mieux Marx que Guesde, eh bien, Jaurès va expliquer dialectiquement pourquoi est-ce qu'il y a un rapport essentiel entre capitalisme et guerre, pour deux raisons. Première raison, tant que dans chaque nation, la classe privilégiée, aristocratie ou bourgeoisie, imposera aux autres classes sa domination, dit-il, elle sera obligée de s'appuyer sur des forces militaires pour assurer, en dernier recours, l'ordre intérieur, l'ordre social, en particulier contre les grèves, contre lesquelles on envoyait à l'époque l'armée, ou contre
le danger d'insurrection et de révolution sociale. Mais aussi, deuxième raison, tant que la classe capitaliste aura pour loi la concurrence illimitée et la recherche du profit maximal, eh bien, non seulement chaque bourgeoisie dans son propre pays mènera contre sa classe ouvrière une guerre sociale et économique, mais elle n'hésitera pas à, disons, porter la guerre hors des frontières nationales par la colonisation ou par la lutte contre d'autres puissances capitalistes. Elle suscitera, elle entraînera les peuples à la guerre à d'autres peuples, elle entraînera les travailleurs par le nationalisme et le colonialisme. Jaurès affirme ainsi: c'est la division profonde des classes et des intérêts de chaque pays, et des intérêts dans chaque pays, qui est à l'origine des guerres entre les nations. Le monde capitaliste, par son désordre essentiel, par l'antagonisme chronique de ses intérêts, porte en lui le principe de la guerre. Et il va même, de manière très pessimiste, conclure que la racine de la guerre ne sera arrachée que lorsque le capitalisme lui-même aura été déraciné. Donc seul le socialisme, à terme, serait, dit-il, pense-t-il, source de paix. Donc voyez-vous, Jaurès va, au moment, disons, où s'affirme, où se développe l'affaire Dreyfus, non seulement dénoncer l'antisémitisme, mais dénoncer aussi cette armée de métier, et il a cette fameuse formule: quand on parle d'armée, il ne faut pas parler de démocratie. Bon. Donc, le militarisme est permanent. Mais aussi, Jaurès veut intervenir, disons, pour montrer les usages de cette armée française. Et aussi curieux que ça puisse paraître, il est un des pionniers dans la lutte contre le colonialisme. Il a mis du temps. Comme Victor Hugo, au départ, il pensait que la France avait une mission civilisatrice. Après tout, Jules Guesde aussi pense que la France a une mission civilisatrice et qu'elle peut apporter la paix et la civilisation à des peuples arriérés. En parenthèse, c'est pour cela que Engels faisait la critique en disant que les socialistes français comme Guesde et, disons, Lafargue étaient des, disons, des, comme vous dites, la formule de Engels, c'était qu'ils étaient finalement nationalistes. Bon, donc je passe. Donc Jaurès dénonce par exemple la conquête de Madagascar, la colonisation du Congo. Il dénonce y compris les pratiques en Algérie et surtout le partage, l'offensive française au Maroc, en rivalité avec l'Allemagne. Quand éclate en 1902 la guerre, disons, la révolte des Boers en Chine contre les impérialistes allemands, américains et anglais, eh bien, Jaurès défend la révolte des boxeurs chinois contre l'impérialisme étranger. Et donc, dans ces conditions, Jaurès n'hésite pas à dire, attention, il y a des guerres de classe, mais on peut expliquer des guerres aussi comme des guerres de race. Eh bien, il faut les condamner, il n'y a pas de guerre de civilisation. Quand éclate la première crise entre la France et l'Allemagne, disons, quand éclate la première crise entre la France et l'Allemagne en 1905, à propos justement de la rivalité entre le Maroc, à propos du Maroc, entre ces deux puissances, Jaurès n'hésite pas à... Jaurès estime qu'il est de son devoir de payer sa personne et d'aller en Allemagne parler aux prolétaires allemands en leur demandant de ne pas croire que la colonisation allemande et l'impérialisme allemand sont d'une solution
à la situation sociale en Allemagne. Il n'hésite pas non plus à dire aux prolétaires français qu'il faut condamner la colonisation au Maroc. Et comme il est interdit de se rendre en Allemagne par le gouvernement allemand, le même jour, disons le 9 juillet, dans le journal Le Vorwärts, quotidien social-démocrate allemand, et l'Humanité, il fait publier un long discours, celui qu'il aurait prononcé à Berlin, où il dénonce la concurrence économique de peuple à peuple, l'appétit de gain, le besoin d'ouvrir à tout prix, même à coups de canon, des débouchés nouveaux pour dégager la production capitaliste encombrée et comme étouffée en, sous son propre désordre. En effet, Jaurès n'hésite pas à estimer que la guerre est souvent une solution pour régler des problèmes, d'exploitation et de domination, non seulement de conquête de richesses, mais de domination de peuples, mais aussi des manières de distribuer aux prolétaires des pays conquérants, dominants, les miettes du festin impérialiste. Il a une formule à peu près semblable, puisqu'il décrit que le but de la colonisation, c'est de distribuer une part dérisoire du butin capitaliste et colonial à la classe ouvrière. Donc voyez-vous, Jaurès n'hésite pas à dénoncer ces guerres, qu'elles soient coloniales, qu'elles soient internationales, et il met en garde un certain nombre de socialistes, et en particulier les socialistes maximalistes, comme ceux qui disaient il ne faut pas simplement dire « à la guerre », il faut dire la seule solution, c'est la révolution. Par exemple, Gustave Hervé disait cela. Nous n'avons pas de patrie, nous prolétaires, nous n'avons pas de patrie. On ne peut pas lutter contre la guerre, on ne peut pas lutter contre la course aux armements. Il faut, qu'il y ait, à l'ordre du jour, la révolution. Lors de la révolution de 1905 en Russie, provoquée entre parenthèses par l'échec de l'armée russe face aux Japonais en Mandchourie, qui entraîne, vous le savez, le dimanche rouge de janvier 1905, et puis ensuite l'insurrection et la multiplication des grèves et des soviets dans cette Russie tsariste particulièrement arriérée. Eh bien, Jaurès soutient cette révolution russe, mais comme il sait très bien que cette révolution russe est fragile et qu'elle sera réprimée, il met en garde les socialistes maximalistes en disant attention, la guerre peut être porteuse de révolution, mais elle peut être aussi porteuse de contre-révolution. D'une guerre européenne peut jaillir la révolution et les classes dirigeantes feraient bien d'y songer. Mais il peut en sortir aussi, pour une longue période, des crises de contre-révolution, de réactions furieuses, de nationalisme exaspéré et de dictature étouffante, de militarisme monstrueux, une longue chaîne de violence et de haine, de représailles et de servitude. Donc attention, pour mener la lutte contre la guerre, il faut être responsable. Il faut, si vous voulez, ne pas se contenter d'être un antimilitariste classique. Il ne faut pas se dire pacifiste intégral. Il faut se rendre compte que lutter contre la guerre, c'est lutter contre le capitalisme et l'impérialisme qui sont fauteurs de nationalisme et de racisme. Donc, dernier point que je voudrais aborder, à savoir comment lutter contre les guerres internationales. Et peut-être que vous allez voir comment la pensée de Jaurès de l'époque a peut-être encore du retentissement aujourd'hui. C'est au nom de la même dialectique de la liberté et de l'égalité des droits des citoyens que Jaurès a réhabilité l'idée de nation, a réhabilité même la notion de patrie, et une patrie qui doit s'incarner dans une république démocratique et sociale.
Et il associe ainsi intégralement le combat pour la défense de la nation et la défense de la démocratie. Et il développe cela en dialectisant ce qu'il appelle le patriotisme et l'internationalisme. Si vous voulez, face, disons, aux gauchistes de l'époque qui disaient lutter pour la paix, ça ne sert à rien, il faut lutter pour la révolution, Jaurès, face, disons, à Guesde et aux guesdistes qui disaient les prolétaires n'ont pas de patrie, Jaurès leur répond de manière assez cocasse, à savoir, oui, les prolétaires ont aujourd'hui une patrie. En tout cas, les prolétaires des pays développés ont une patrie. À savoir, la formule de Marx, dit-il, la formule qui est au dernier chapitre du Capital, hein, les prolétaires n'ont pas de patrie, a été mal lue. C'est une formule qui a été coupée de son contexte, parce que dans la même phrase, Marx et Engels invitent les prolétaires à se constituer en classe nationale souveraine. Les prolétaires sont jusqu'à présent exclus des patries de l'Angleterre, de la France, hein, les pays les plus développés de l'époque. Mais ils doivent se constituer en force nationale souveraine. En effet, la nation n'appartient pas à une classe. La nation est dominée par la bourgeoisie ou l'aristocratie. Mais la nation n'est pas, disons, de droit de propriété d'une classe. Les prolétaires doivent disputer la nation à la bourgeoisie. C'est une de leurs tâches, de même que la lutte contre le capitalisme. Ils doivent dénoncer les privilèges de ces, disons, de ces classes, y compris sur le plan politique national. Donc, Jaurès réhabilite la notion de nation dans l'histoire. Et alors, justement, ça m'amène à une question, disons, très courante actuellement. On vous dit très souvent, la France est une nation depuis la monarchie absolue, voire depuis les premiers. Non, la France a été un État créé par la monarchie absolue. Mais la France n'est devenue une nation que avec la Révolution française et la proclamation de la souveraineté du peuple. Et cela, Jaurès le démontre largement dans son histoire socialiste de la Révolution française. La nation est inséparable de la conquête des droits, hein, de liberté et d'égalité, et toute nation doit être fondée dans ces conditions sur la souveraineté des citoyens. D'où l'analyse que fait Jaurès de l'inégal développement des nations. Dans un grand texte, il développe l'idée que pour que les peuples puissent se gouverner eux-mêmes démocratiquement, encore faut-il qu'ils puissent être constitués, qu'ils ne soient pas assujettis par un reste de régime féodal, qu'ils ne soient pas écrasés par la domination brutale de l'étranger. Et ainsi, Jaurès pense déjà à l'émancipation de ces peuples colonisés qui pourraient s'affirmer par la rupture avec les nations, disons, dominatrices. Jaurès réhabilite également la notion de patriotisme, et ça peut faire jaser certains en disant Jaurès, patriotard. Eh bien, attention, comment définit-il le patriotisme? Le patriotisme n'a rien à voir pour lui avec le nationalisme. Je le cite. La vraie formule du patriotisme, c'est le droit égal de toutes les patries, à la liberté, à l'égalité et à la justice. Et c'est le devoir pour tous les citoyens d'accroître en leur patrie les forces de liberté, d'égalité et de justice. Et dans ce numéro de l'Humanité du 11 août 1905, où il développe ses thèses,
où il développe l'idée que le patriotisme, ça n'a rien à voir avec le chauvinisme, ni même avec l'orgueil national, il va jusqu'à dire que le patriotisme n'a rien à voir, tenez-vous bien, avec la préférence nationale. Donc, voyez-vous, quand Marine Le Pen a posé des affiches en disant « Jaurès voterait Front National », elle n'a pas fait seulement une imposture, mais elle a simplement trahi la pensée de Jaurès. Elle a dit exactement le contraire, puisque la notion de préférence nationale est condamnée. Pourquoi? Parce que c'est tous les nationaux qui doivent être, disons, égaux en droit. Toute nation doit être démocratique, et elle l'est si elle affirme pleinement les principes de liberté et d'égalité, donc aussi de laïcité. Et alors, justement, c'est ce qui est amusant quand Jaurès, disons, quand on lit Jaurès, de comparer aussi avec certains débats d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous dit, par exemple, en Europe, tous les pays sont démocratiques. Parce que, grosso modo, on reconnaît les droits de l'homme et du citoyen et qu'il y a le suffrage universel partout. À son époque, Jaurès introduisait des distinctions et il montrait que tous les pays n'étaient pas démocratiques. Prenons le cas de l'Angleterre. L'Angleterre, certes, c'est une monarchie constitutionnelle, mais ce n'est pas une démocratie, dit-il. L'Angleterre, c'est le pays de la tolérance. Oui, mais c'est en même temps le pays où il y a une religion d'État. L'Empire allemand a instauré le suffrage universel dès 1871, ce qui a permis aux socialistes allemands d'être un parti très puissant. Oui, mais l'Empire allemand n'est pas une démocratie, pas du tout. C'est un régime, disons, qui n'est même pas démocratique parce que le Reichstag, l'Assemblée nationale, n'a aucun pouvoir. Elle n'est finalement qu'un parlement croupion. Voilà ce que nous dit Jaurès. Donc, si on transpose aujourd'hui, eh bien, on peut dire que seules des républiques démocratiques, reposant sur, certes, le suffrage universel, mais aussi un régime parlementaire, pourraient être des démocraties. Voilà pourquoi Jaurès estime qu'à son époque, que la République française, qui était avec la Suisse, le seul État républicain de l'époque, il estime que la République française, eh bien, doit être porteuse de cette notion de liberté, d'égalité et de paix. Et il dit que cela doit être un devoir, ce n'est pas un acquis. C'est pas un acquis. Donc, ça doit être un objectif. Voilà pourquoi il est temps de passer concrètement à la façon dont on peut prévenir la guerre. Jaurès a été, dès 1904, et le congrès de l'Internationale socialiste à Amsterdam, partisan d'une triple action pour la guerre. Premièrement, par la mobilisation de tous les prolétariats socialistes, par l'Internationale socialiste, afin d'organiser la grève générale contre, disons, les dangers de guerre, et en particulier contre la course aux armements. Deuxièmement, par l'organisation en France d'une armée nouvelle, d'une armée du peuple, et par la définition de ce qu'il appelle déjà la stratégie de la défense totale, la défensive totale. Et troisièmement, par le recours à l'arbitrage international pour prévenir le risque de conflit et organiser ainsi la sécurité collective. Alors, commentaire. Première voie. Jaurès sait que pour mobiliser tous les prolétariats, cela suppose un très long travail d'éducation et d'organisation, car il faut déraciner le patriotisme, enfin le nationalisme dans la tête des prolétaires. Préparer la grève générale contre la guerre, c'est très difficile. En France, les socialistes révolutionnaires de la CGT sont pour. Mais en Allemagne, ça n'est pas le cas des syndicats qui sont la courroie de transmission du Parti social-démocrate. Et voilà pourquoi Jaurès veut aller parler en Allemagne. Mais Jaurès
trouve, disons, comment il est possible de mobiliser les travailleurs contre la guerre que si on respecte les organisations syndicales. En 1906, quand à Amiens, la CGT adopte la charte qui affirme que les syndicats doivent être indépendants de tous les partis, eh bien, Jaurès dit c'est une bonne solution. Il ne peut pas y avoir de syndicats qui soient à la traîne, qui soient la courroie de transmission d'un parti politique se disant parti d'avant-garde. Et dans ces conditions, Jaurès estime que l'éducation des prolétaires est aussi bien de la responsabilité des syndicats, luttant contre, pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, mais aussi luttant contre la guerre, la course aux armements, et aussi des partis politiques qui ont en plus le devoir de s'adresser à d'autres que les prolétaires. En effet, Jaurès est convaincu que la lutte pour la paix, comme la lutte pour la laïcité, concerne au premier chef pas seulement les prolétaires, mais aussi tous les autres travailleurs intellectuels et les classes moyennes, même, disons, et pas seulement les prolétaires au sens strict. Donc, il va développer l'idée que c'est justement par le combat pour la séparation des Églises et de l'État que l'on peut trouver des moyens de resserrer les liens entre la République et la classe ouvrière. Par exemple, en 1905, Jaurès proposait que la suppression du budget des cultes, qui est un budget très important, supérieur à celui de l'éducation nationale à l'époque, serve à abonder le financement du premier fonds de retraite ouvrière et paysanne. Et il développait en même temps l'idée que les travailleurs intellectuels, aussi bien les avocats, les médecins, que les instituteurs et les enseignants, devaient se syndiquer pour défendre leurs intérêts matériels et moraux et lutter pour les principes de liberté et d'égalité et donc de paix. Deuxième axe, comment est-ce que l'on peut, disons, défendre la France si elle est agressée? Eh bien, Jaurès est très conscient que beaucoup se polarisent sur la menace que représente l'armée impériale allemande, qui est plus importante que l'armée française. Voilà pourquoi il rédige, au cours de l'été 1910, un argumentaire énorme, 600 pages, pour défendre un projet de loi. Ce texte est publié en 1911 sous le titre « L'armée nouvelle ». Il propose quoi? Il propose d'abord la création, à côté de l'armée, disons, de conscription, d'une réserve de 2 millions d'hommes. Réserve qui comprendrait tous les hommes depuis le service militaire jusqu'à 40 ans, qui pendant 15 ans seraient appelés à s'entraîner et ainsi qui permettrait de voir émerger des milieux populaires, des sous-officiers et des officiers, qui pourraient avoir, si vous voulez, un intérêt moral et politique à défendre la patrie plus que des militaires de carrière, plus que des officiers aristocratiques pour l'essentiel. Donc, Jaurès veut mettre à jour l'idée d'une armée du peuple. Et quant à sa défensive, il dit « Jamais la France ne devra prendre l'initiative d'une guerre contre l'Allemagne, même pas pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Par contre, on pourra demander à ce que les Alsaciens lorrains soient consultés par référendum pour savoir s'ils veulent rester allemands ou devenir français. Mais pas de guerre offensive. Pas de guerre offensive. Par contre, guerre défensive, oui. Et figurez-vous que la façon dont il décrit la tactique ou la stratégie de la défensive, eh bien, c'est celle que, de fait,
Joffre, le généralissime Joffre, sera amené à suivre en 1914 jusqu'à la bataille de la Marne. C'est exactement la façon dont Jaurès avait décrit la possibilité de répondre à une, disons, offensive allemande contre la France. Mais ce qui est le plus intéressant pour nous aujourd'hui, c'est la troisième réponse. Jaurès est en effet un précoce partisan de la politique d'arbitrage international et de sécurité collective. Cette idée n'est pas de lui. Elle vient d'un radical, Léon Bourgeois, qui s'est fait en France le champion de l'arbitrage international par la création de la Cour internationale de La Haye. Jaurès s'y rallie et il argumente justement dans les articles de la proposition de loi qu'il dépose en 1910 et qu'il redépose en 1912, il argumente sur ce que peut faire un arbitrage international. Article 16. Toute guerre est criminelle si elle n'est pas manifestement défensive. Et elle n'est certainement défensive que si le gouvernement du pays, sous-entendu attaqué, propose au gouvernement étranger avec lequel il est en conflit de régler ce conflit par un arbitrage. Donc, voyez-vous, même un pays qui est menacé doit exiger l'arbitrage international. Article 17, contre justement les agresseurs. Tout gouvernement qui entrera dans une guerre sans avoir proposé publiquement la solution par l'arbitrage sera considéré comme ennemi public de la patrie et de l'humanité. Voyez-vous, je pense que ces propositions ont encore une réalité, et quand en 1912, l'armée allemande, accroîtra ses effectifs, Jaurès non seulement reproposera sa solution d'une armée nouvelle, mais cherchera plus que jamais à mobiliser la population pour l'arbitrage international contre le danger de guerre. Il lancera une pétition qui recueillera plus de 700 000 signatures, et surtout il multipliera les fameuses manifestations de masse comme celle du 25 mai au Pré Saint-Gervais, où théoriquement on aurait rassemblé 150 000 manifestants pour l'écouter. Donc voyez-vous, Jaurès est un ardent défenseur de l'arbitrage international, mais il n'hésite pas à répondre à ces socialistes qui lui disent « mais il faut lutter pour la révolution aussi ». En effet, Jaurès n'hésite pas à dire qu'on ne défendra un parti socialiste sera d'autant plus à même de faire une révolution sociale s'il a affirmé et défendu l'indépendance nationale. Ainsi, dans le texte où il justifie l'armée nouvelle, il développe l'idée « Jamais un prolétariat qui aura refusé de défendre avec l'indépendance nationale la liberté de son propre développement n'aura la vigueur d'abattre le capitalisme ». Jaurès ainsi conjugue, parfaitement, et il s'en explique, le patriotisme et l'internationalisme. En effet, une nation ne se définit pas par des frontières. Une nation ne se définit pas, pour Jaurès, par, un marché. Elle ne se définit pas par, des activités. Une nation se définit essentiellement par une histoire commune et une conscience commune. Donc, voyez-vous, il développe l'idée que dans la patrie, une conscience collective doit se former en qui les consciences individuelles seront unies et exaltées. En effet, le socialisme ne se sépare pas de la vie, il ne se sépare pas de la nation. Il ne déserte pas la patrie, il se sert de la patrie pour la transformer. Il se sert de la patrie pour la transformer.
Voilà pourquoi, si vous voulez, voilà pourquoi il n'hésite pas, à la fin de ce grand texte sur l'armée nouvelle, à, disons, s'adresser à tous les militants socialistes de l'époque en développant cette idée. Écoutez bien parce que vous allez voir tout ce que cela implique. Oui, maintenir la paix par tous les moyens d'action du prolétariat, même par la grève générale, même par la révolution, c'est possible. Partout où il y a des patries, c'est-à-dire des groupes historiques conscients de leur continuité et de leur unité, toute atteinte à la liberté et à l'indépendance de la patrie est un attentat contre la civilisation, une rechute en barbarie. Tout attentat contre la liberté et l'indépendance de ces patries est un attentat contre la civilisation, une rechute en barbarie. Un peu de patriotisme éloigne de l'international, beaucoup de patriotisme s'y rattache. Alors, avant de vous passer la parole, je voudrais simplement faire 2 remarques. Jaurès n'a jamais, disons, dissocié laïcité, démocratie et république. Vous l'avez compris. Mais tout cela, c'est aussi dans une perspective, pour ainsi dire, de préparation du passage possible de la France au socialisme. Ainsi, à la fin de ce grand discours pour la laïque, qui termine le 24 janvier 1910 par cette fameuse formule « laïcité de l'enseignement et progrès social », ce sont 2 formules indivisibles. Il ajoute « 2 forces préparent l'avenir, 2 forces sont l'avenir, la force du travail et la force du savoir ». Donc travail et savoir, c'est le couple qui porte en germe la possibilité d'un socialisme dans une France qui aurait maintenu son indépendance et sa sécurité. Donc voyez-vous, Jaurès n'est pas un pacifiste idéaliste, il n'est pas un pacifiste intégral, il est pour la défense de la nation et de la patrie agressée. Ceux qui ont fait de Jaurès un pacifiste intégral, absolu, ce sont ces socialistes petit à petit de moins en moins jaurétiens, ceux qui, disons, ont accepté les accords de Munich en 1938, ceux qui ont accepté l'écrasement des républicains espagnols et ceux qui, en 1940, voteront les pleins pouvoirs à Pétain, excusez-moi. Il faut savoir que parmi les rédacteurs du programme du Conseil national de la résistance, il y a un certain nombre de personnes qui connaissent la pensée de Jaurès de manière assez précise, qui se réfèrent à ce programme de 1908. Mais on sait maintenant que Jaurès avait comme projet de rédiger sur le même modèle que cette proposition de loi sur l'armée nouvelle un certain nombre de grands projets de loi, comme par exemple ce que pourraient être des nationalisations démocratiques de l'industrie française, un grand projet également de définition des services publics. Il n'a pas fait un grand projet de sécurité sociale. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, c'était Édouard Vaillant, qui était devenu son principal auxiliaire à partir de 1908, qui l'avait rédigé en 1910. Donc, voyez-vous, on peut dire qu'aujourd'hui, Jaurès a été assassiné en 1914, mais sa pensée a réussi à survivre et à s'affirmer dans la résistance nationale et dans les conquêtes du Conseil national de la résistance de 1945-46.
Donc, voyez-vous, il ne faut pas désespérer. Hein. Jaurès reste encore un homme, disons, qui peut nous parler, même si les situations, disons, d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec celles d'il y a un peu plus de 100 ans. Je vous remercie de m'avoir écouté aussi longtemps.